passer des talents. Comme on parle de la pénurie des talents, et je vois que nous avons une grande salle parce que c'est un sujet extrêmement important en ce moment pour recruter des talents, pour les garder aussi. Donc nous avons quatre invités aujourd'hui sur cette table ronde. 3 femmes, un homme, donc pas forcément très représentatif de la parité aujourd'hui dans la cyber, mais comme on l'a dit lorsqu'on a préparé la table ronde, finalement c'est la cyber du futur. Voilà, nous serons peut-être plus nombreuses que jamais. Alors à côté de moi, j'ai Nolwenn Lester de Capgemini, mais aussi représentant de cybersécurité de Numéum, qui pourra expliquer cette structure avec ce nouveau nom, mais une structure qui existait déjà avant. Aurélie Bauer de l'ANSSI, Caroline Legrand de l'APEC et Mauro Israël de Security Scorecard. Voilà. Alors, de nos intervenants, vous notez qu'il y a un homme. Il y a aussi une caractéristique assez particulière sur Mauro, qui, on va dire, de son expertise, est certainement la personne qui n'aurait pas dû être là aujourd'hui, dans la mesure où il devrait profiter d'une retraite paisible. Mais non, la pénurie des talents fait que on a besoin de lui, et il est toujours présent. Donc c'est toujours un grand jeu de l'avoir avec nous pour constater ce qu'il en est aujourd'hui dans la situation. Alors on voit à l'étranger le problème de la grande démission. Est-ce qu'elle va arriver en France sur nos talents? On parle aussi des burn-out des RSSI, de ce métier sous pression et sous contrainte. Est-ce qu'il va être attractif ou comment faire pour ne pas être confronté à ça? Du télétravail, on va pas se mentir. La question du télétravail aujourd'hui sur le recrutement a son poids, ne serait-ce aussi que sur ses salariés. Il y a aussi des problématiques de structure qui, comme Tesla nous propose de revenir au bureau ou de partir. Voilà. Donc, est-ce que on aura des phénomènes? Est-ce que ça va se reproduire en France? Je vous espérais que non, que les gens vont rester dans les entreprises. Bref, est-ce qu'on peut parler aussi de salaire? Cette pénurie des talents, elle aborde énormément de sujets. Donc la variété de nos invités aujourd'hui va nous permettre de pouvoir donner leur point de vue et leurs solutions aussi, ou comment ils peuvent voir pour recruter et maintenir ces talents. Alors, je pense que j'ai assez parlé. Je vais passer la parole à Mauro pour qu'il explique un peu de son expertise, de son point de vue, de son expérience et de son retour, ou pas même pas retour. Tu n'as finalement jamais quitté la cybersécurité. Comment faire avec ces talents? Quelles sont les solutions possibles pour lutter contre cette pénurie? Merci Lumena. En fait, ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, dans la société où j'étais RSSI du groupe, on m'a dit il faut revenir au bureau. Et puis j'avais goûté, grâce au confinement qui nous ont été distillés tout au long des 2 années qui viennent de s'écouler, j'avais goûté au télétravail. Et en fait, toute notre activité, comme RSSI ou comme toute personne qui travaille dans la cybersécurité, puisqu'on est sur Internet, toute cette activité, j'ai vu qu'elle pouvait être faite parfaitement depuis chez moi. Et du coup, je me suis dit pourquoi m'imposer tous ces embouteillages, toute cette galère, ces restaurants d'entreprise où on mange pas très bien, etc. Et donc, j'ai dit j'arrête et je vais travailler depuis chez moi. Et en fait, de par mes compétences techniques précises que je qualifierais du mot bankable, j'ai été tout de suite récupéré par un éditeur, Security Scorecard, qui m'a dit on a besoin de quelqu'un qui parle français et qui connaît parfaitement la technique du cyberscoring et de la cybersécurité. Et me voilà en pleine activité dans une société new-yorkaise qui travaille comme des dingues, et pourtant, on est tous en full remote. Donc, sans aucun bureau, aucun pointage, d'aucune sorte. Et il y a une caractéristique dans cette société, c'est que les vacances sont illimitées. C'est-à-dire qu'on peut prendre autant de jours de vacances qu'on veut dans l'année. Si on veut prendre 6 mois de vacances, en général, on ne va pas pouvoir par rapport au travail. Mais donc, mon retour d'expérience, il est très simple. À partir du moment où on a un métier qui est bankable, c'est-à-dire qui correspond à une compétence précise, non généraliste, qui peut être exploitée par une entreprise ou un éditeur ou toutes sortes
d'entités, de SS2I, etc. On n'a aucune raison de s'arrêter de travailler par rapport à une limite d'âge. Et j'ai jamais été aussi opérationnel qu'aujourd'hui et aussi efficace qu'aujourd'hui. Voilà. Donc je voulais témoigner du fait que l'âge et d'autres critères n'ont aucune importance aujourd'hui. Le seul critère qui est important et qui explique la pénurie de talent qu'on vit aujourd'hui, c'est le critère de est-ce qu'on sait faire une activité précise dont l'entreprise a besoin. Merci Maro. Alors aujourd'hui, il y a une étude qui paraît à l'APEC sur l'étude du marché cadre en cyber. Est-ce que c'est un constat que vous faites de votre côté? Quels sont les chiffres d'ailleurs? Parce qu'on a la primeur de l'information. Donc, Alors tout à fait. L'APEC, c'est l'Association pour l'emploi des cadres. On est spécialiste du recrutement, on accompagne les entreprises et on accompagne les cadres dans leurs projets de reconversion professionnelle. Et en plus de ça, en fait, on dispose d'un observatoire du marché de l'emploi cadre qui nous permet chaque année, en fait, de publier une soixantaine d'études, en fait, sur le marché de l'emploi. Et cette année, nous avons réalisé, en partenariat avec le pôle d'excellence cyber et la région Bretagne, une étude portant sur le besoin en compétences dans la cybersécurité. C'est une étude qui nous a permis un peu d'observer l'évolution de ce marché à travers l'analyse des offres d'emploi qui ont été publiées sur notre site. Donc on est passé, aujourd'hui on a eu 7000 offres en fait qui ont été publiées en 2021 sur la cybersécurité sur notre site. Et c'est 2 fois plus qu'en 2015. Donc on observe quand même une évolution manifeste. Et donc cette étude nous a également permis d'aborder la question de la pénurie des compétences à travers des interviews que nous avons menées auprès d'entreprises qui sont en recherche de spécialistes de la cyber et qui éprouvent des difficultés à recruter et à fidéliser. Et donc on a prolongé cette étude à travers la mise en avant de leviers qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs salariés et de faciliter leur recrutement. Et c'est à ce titre en fait que je participe à cette table ronde. Et alors, vous avez des exemples de leviers qui sont possibles aujourd'hui pour donner des pistes à notre auditoire? Alors, tout à fait. En termes de leviers, en fait, on peut les décliner en 4 grandes thématiques, mais je pense que ce sera également développé par les personnes qui sont assises à cette table ronde. D'abord, il y a la question de la professionnalisation des recrutements. On a pas mal de recruteurs qui savent pas forcément comment faire pour identifier leurs besoins en termes de cybersécurité. Ça concerne notamment des entreprises qui sont très peu matures sur le sujet de la cybersécurité et qui commencent à vouloir recruter en interne et qui ont du mal à identifier leurs besoins et à mettre des mots sur le type de compétences dont elles ont besoin. Typiquement, on leur parle d'analyse SOC ou d'autres choses, elles ne savent pas forcément ce qu'il y a derrière, et du coup, au moment de libeller leur offre, elles sont un peu en difficulté, et puis du coup, ça attire beaucoup moins qu'une entreprise qui est très bien positionnée sur le marché, les players et les activités des services en informatique. Voilà, donc je pense que par rapport à ces entreprises, qui sont plus généralement des petites entreprises, il y a un souci de rendre visibles les métiers de la cybersécurité dans le but d'attirer des experts et des profils dédiés. Et après, il y a tout un tas d'autres leviers dont on a déjà un tout petit peu parlé avec le télétravail. Aujourd'hui, on a énormément de cadres en fait qui considèrent que le télétravail est un critère dans leur choix d'entreprise. Alors après, c'est pas forcément déclinable d'entreprise à entreprise, de poste en poste, mais effectivement, toutes les conditions que peuvent offrir l'entreprise aux salariés, donc toute la promesse employeur, c'est quelque chose de très important à mettre en avant, au même titre que la marque employeur, la manière dont l'entreprise se définit et valorise ses services et valorise son marché. Voilà, je pense que j'en ai dit 3. Il y en a sûrement un 4e qui m'échappe à l'heure actuelle, mais ça viendra dans la suite de la conversation. Ça viendra après. Alors du coup, Nolwenn, je pense que c'est le moment de pouvoir donner le point de vue de l'entreprise ou même de ce qu'il y a pu voir dans Numéum. Oui, tout à fait. Alors peut-être un mot pour expliquer ce qu'est Numéum, puisque c'est Numéum, c'est la fusion de Syntec Numérique et de Tech in France. Donc c'est l'organisation professionnelle qui regroupe à peu près 80%, qui représente à peu près 80% du secteur d'activité des sociétés de services, des sociétés de conseil en technologie et des éditeurs de logiciels en France. Et donc, pas spécifiquement cyber, évidemment.
il y a une commission cybersécurité qui regroupe les membres qui ont une activité autour de la cybersécurité, que j'ai le plaisir de présider. Et donc, en effet, pour rebondir totalement là-dessus, la pénurie des talents, c'est un sujet même pour les sociétés de services, même pour les éditeurs, même pour les sociétés de conseil qui sont visibles en cybersécurité, qui est un enjeu majeur. C'est la palissade, je pense que toutes les personnes dans l'Assemblée le savent parfaitement, mais aujourd'hui ça devient le sujet numéro 1 qui aussi à un moment donné le limiteur de développement, de croissance, puis on verra peut-être plus tard dans la table ronde, d'impact aussi sur la société. Et donc je pense qu'il y a une volonté collective de la filière de travailler sur cette attractivité, de trouver en effet les conditions pour faire en sorte qu'on soit plus nombreux à vouloir travailler dans la cybersécurité pour répondre à cette pénurie actuelle, mais surtout cette pénurie qui va durer, parce qu'on sait tous que malheureusement la menace continue de se complexifier et de se densifier. Donc ça va pas s'arrêter demain. Ça, c'est le constat par le négatif. Mais le constat par le positif, c'est qu'il y a plein d'opportunités à aller chercher. Et voilà. Et nous, on a envie, collectivement, je pense en tout cas au niveau de Numéum et chez Capgemini, voilà, on essaye d'y contribuer du coup à notre échelle activement, à faire en sorte de montrer tout le positif derrière cette situation qui peut être un peu anxiogène au point de départ. Alors, l'organisation aujourd'hui des métiers, on le disait, analyse SOC, on ne sait pas trop ce que c'est. Nous, on sait, mais certaines entreprises, non. Il y a un référentiel qui avait été fait à l'ANSSI sur les différents métiers où plusieurs structures, associations avaient collaboré pour pouvoir donner des définitions et se poser. Est-ce que cette vision sur la pénurie des talents, il y a quelque chose qui est vu autrement avec l'observatoire qui a été fait l'année dernière avec l'AFPA et j'oublie l'autre structure. Oui. C'est peut-être l'occasion de voir qu'est-ce qui s'est passé avec cet observatoire qui a constaté, je me rappelle de cette notion de ingénieur cybersécurité qui n'est pas un métier. Oui, alors effectivement, à l'ANSSI, donc l'année dernière, même l'année d'avant, on s'était dit certes, il y a une pénurie de compétences. Enfin, il nous manque des gens en cybersécurité, mais pour comprendre d'où vient ce manque et surtout pour comprendre comment on peut régler le problème, l'idée c'était de faire un peu un état des lieux de ce qui se passe dans l'écosystème cyber. Donc il y a plusieurs types d'états des lieux qu'on peut faire, donc on en parlera sûrement là, mais on peut se demander s'il y a assez de formations et si les formations proposées répondent exactement aux besoins des employeurs. On peut se demander si les besoins des employeurs sont clairement identifiés et donc si notamment les offres d'emploi sont suffisamment spécifiques pour que les gens qui cherchent des emplois s'y retrouvent. Et puis on peut se demander aussi si les jeunes qui sortent d'études ou même qui sont avant d'avoir fait des études ont été sensibilisés à la cyber, connaissent la cyber et ont été éventuellement orientés vers ce domaine. Donc pour reprendre ce que disait Lumina sur l'observatoire des métiers, donc effectivement il y avait eu cette étude il y a 2 ans donc sur le panorama des métiers de la SSI, donc avec un certain nombre d'acteurs qui s'étaient mis autour d'une table pour essayer en fait d'abord de se mettre d'accord sur des métiers, puisque finalement quand on discute avec des acteurs et dans le civil ou dans le militaire, on n'a même pas les mêmes dénominations des fois de métiers, où on est même des fois pas d'accord entre nous sur qu'est-ce qu'il y a derrière tel ou tel métier, est-ce que ça exige telle ou telle compétence, est-ce que quel type d'études il faut avoir fait, etc. Donc c'était une première étude qui avait permis de référencer un certain nombre de métiers de la SSI pour lesquels on était à peu près tous d'accord sur les formations qu'il fallait avoir faites, les compétences, etc. Donc ça permet aussi aux ressources humaines, notamment quand on publie des fiches de poste, d'être cohérent d'une organisation à une autre. Et donc l'année dernière, on avait continué d'investiguer sur ce sujet de quel est l'état des lieux de la situation dans l'écosystème cyber avec cet observatoire des métiers. Et dans le cadre de cet observatoire des métiers, on avait effectivement fait une étude,
pas exactement la même évidemment que l'APEC, mais on avait avec la DGEFP qui est la Délégation Générale pour l'Emploi et la Formation Professionnelle et avec l'aide de l'AFPA, donc l'Agence pour la Formation Professionnelle pour adultes, fait deux choses. Dans un premier temps, on avait effectivement regardé toutes les offres d'emploi en 2019 et essayé de voir un peu quelle était la typologie des offres d'emploi. Et effectivement, ce qu'on s'était rendu compte, c'est que on avait 30% des offres d'emploi qui étaient intitulées ingénieur cybersécurité, sachant qu'ingénieur c'est évidemment pas un emploi. Et donc l'interprétation qu'on en fait, bon, peut-être c'est pas exactement la bonne, mais c'est que finalement les employeurs qui ne sont pas des spécialistes de la cybersécurité, si on leur demande de se mettre à la cyber et qu'on leur dit il faut embaucher en cybersécurité, il faut qu'il y ait des gens qui soient là pour résoudre les problèmes et qui ne sont pas experts, finalement ils vont se dire je vais prendre un ingénieur en cybersécurité, c'est quelqu'un qui aura fait des études, qui connaîtra le domaine et il saura finalement quoi faire. Non. Sauf qu'en publiant ce type d'annonce, évidemment, de l'autre côté, les jeunes qui sortent d'études ou qui sont experts dans la cyber, ils vont pas répondre à cette annonce puisque pour eux, ils savent très précisément ce qu'ils veulent et ils veulent pas une annonce qui est à peu près floue et qui n'a pas, parce qu'au-delà du titre ingénieur cybersécurité, dans la description, on a regardé les descriptions et il y en avait qui n'avaient à peu près aucun sens, pas de but précis, enfin on sent que c'est très flou. Donc il y a vraiment, je pense, une méconnaissance très forte par les employeurs, par les RH, finalement des métiers de la cybersécurité. Et pour embrayer, peut-être on en discutera après, sur un peu ce que j'ai dit sur l'orientation des jeunes, il y a aussi cette thématique de méconnaissance de la cyber de manière générale dans le public, le large public et chez les jeunes, puisque aujourd'hui c'est un domaine qui est très peu connu et je pense qu'il faut aussi travailler là-dessus, c'est-à-dire montrer que dans la cyber, c'est pas que le hacker à capuche qui fait de la cybersécurité. Il y a plein de disciplines dans la cyber et que ça peut attirer. Tout le monde peut y trouver son compte et les femmes aussi ont une place dans la cyber et donc. Juste pour terminer rapidement, je ne vais pas monopoliser la parole. On a lancé aussi là depuis quelques semaines une autre étude avec la DGEFP et l'AFPA, qui est en fait un questionnaire qu'on a envoyé à tous les étudiants universitaires, tous les élèves en école d'ingénieurs ou les adultes en formation initiale, et on leur a demandé est-ce qu'ils connaissaient la cybersécurité, quelles images, quelles représentations ils s'en faisaient. Est-ce que c'était un métier qui avait l'air attirant, intéressant, stressant? Est-ce que les femmes imaginaient travailler là-dedans, etc. Mais on a fait cette enquête sur toutes les disciplines, c'est-à-dire pas que l'informatique et la cyber, mais aussi des disciplines complètement autres, de droit, santé, sciences humaines, etc. Et donc donc c'est en cours d'étude, donc on va avoir des résultats et on pourra du coup voir quelle est la représentation et l'image que se font les gens de la cybersécurité. Je pense que elle sera assez mauvaise, mais on verra. On publiera les résultats, évidemment. Ça me fait une bonne transition parce que, en effet, l'image de la cybersécurité sur la thématique de la menace et associée à la protection, etc., existe et ça fait partie. Le hacker, on en cherche éthique, on en cherche toujours. Il faut qu'on continue à pouvoir développer d'une façon générale les filières d'expertise technique en cyber. C'est évident. C'est aussi évident que aujourd'hui, en effet, la diversité de nos métiers est mal connue et qu'on a collectivement intérêt à travailler, à expliquer que la cybersécurité, c'est pas qu'une thématique d'expertise, c'est un sujet qu'on va retrouver dans toutes les fonctions de l'entreprise, quelle que soit sa dimension technique. Et encore une fois, que la prise en compte de la cybersécurité, finalement, ça veut dire quoi pour la société? Ça veut dire pouvoir tirer complètement profit des opportunités des transformations digitales. Donc ça veut dire aller attraper les opportunités de développement économique dans les territoires. Ça veut dire continuer à avoir une place, la France et l'Europe et une place dans le monde. Ça veut dire protéger nos démocraties. Encore une fois, tout ça, on le sait tous. Par contre, on communique pas forcément on le sait tous.
au sein de la filière, hein, j'entends, et là on est entre nous, mais je pense pas qu'on communique assez là-dessus, et je pense qu'on a cette chance-là, que tous ces éléments-là, c'est porteur de sens, et ça veut dire que quand on est un professionnel de la cyber, non seulement on contribue à protéger nos propres entreprises, administrations ou celles de nos clients, mais je pense qu'on a un peu un devoir de contribuer à globalement protéger et faire élever le niveau moyen de maturité de nos pays sur le sujet. Et je suis vraiment convaincue, et je suis pas la seule, hein, parce que on a fait au sein de Capgemini des sondages auprès de nos collaborateurs, de nos 900 collaborateurs. C'est des discussions qu'on a également, qui sont au cœur du projet de Numéum. Et on voit vraiment qu'il y a un mouvement qui se met en place, voilà, autour de cette thématique du cyber for good, du cyber pour le bien commun, qui trouvera sa réussite dans le fait que tout le monde embarque là-dedans, et qu'il y ait une coopération qui se fasse vraiment transfrontalier au sein de la filière cyber, pour montrer à quel point, grâce à nous, grâce à nos expertises, on peut aller chercher plein de choses positives. Et moi, je pense que ça, c'est un super accélérateur de sens, donc d'attirer les jeunes générations, d'attirer des personnes qui ont envie de travailler dans un mode peut-être pas purement salarié, mais parce qu'en plus, on est sur des emplois qui sont plutôt bien rémunérés, donc peut-être d'imaginer d'autres modes de travail qu'on voit quand même commencer à émerger et qui sont pas précaires. Donc peut-être d'attirer aussi des gens qui ont envie de travailler moins de temps dans leur journée, peut-être des femmes, d'attirer, je rebondis sur tout à l'heure, dans les territoires, pas forcément tout centré sur les métropoles, facteur d'accélération de l'innovation, voilà. Donc, vraiment, on voit bien qu'on accroche plein de choses positives, et peut-être qu'on est au début d'une ère où il faut qu'on mette beaucoup d'énergie sur ce cyber pour le positif, pour le bien commun, et que voilà, on l'entretienne comme quelque chose qui appartient à personne et qui appartient à tous en même temps, et qu'on démontre, voilà, via notre coopération, comment est-ce que collectivement on arrive finalement à agrandir le gâteau du nombre de professionnels cyber disponibles, pour in fine tous pouvoir en profiter. Alors peut-être pour rebondir, si je me permets, sur la question de la pluralité en fait des métiers qui sont recherchés dans la cybersécurité. Dans l'étude qu'on a menée, on a essayé en fait de quantifier les besoins selon les types de métiers. Et c'est vrai qu'on a pu constater que les besoins n'étaient pas forcément centrés autour des fonctions informatiques, mais on a quand même pratiquement 20% des demandes d'employeurs qui concernent tous les métiers de la conformité, de la gouvernance également, comment impulser dans une entreprise une politique de cybersécurité. Et voilà, il y a des besoins vraiment manifestes des entreprises autour de ces métiers, sachant que ce qui arrive en top one, ça reste tout ce qui est build and run, tous les métiers vraiment informatiques. Mais voilà, c'est tous les métiers de la conformité et de la gouvernance qui arrivent au second rang en fait des besoins exprimés par les entreprises, à côté de tout ce qui est gestion des incidents. Donc là, on est encore plus bas dans les besoins, on est plutôt sur du 11%. Voilà, donc ça prouve vraiment qu'il y a tout un tas de métiers et que communiquer autour de ces métiers, de leur diversité, des compétences, c'est vraiment un enjeu manifeste pour attirer des candidats, et puis voilà, pour montrer que c'est un écosystème vraiment très riche qui dépasse ce que l'on peut avoir au niveau de l'imaginaire collectif sur les métiers de la cybersécurité. Merci. Il faut que l'intérêt individuel des personnes coïncide avec l'intérêt collectif que vous avez brillamment montré. Et je vais prendre un exemple qu'on a en commun de deux personnes dans cette assemblée, c'est Lumena et moi-même. On habite dans ce qu'on appelle un désert médical. Et donc, quand on veut avoir rendez-vous avec un médecin, quand il n'est pas décédé ou qu'il a pris sa retraite, en fait, on attend 6 mois. Donc, on a largement le temps d'avoir un gros problème de santé, n'est-ce pas? Et le même diagnostic au niveau médical a été fait dans les mêmes conditions, avec les métiers qui sont recherchés, et tous nos villages dans lesquels nous habitons recherchent désespérément un médecin, une infirmière, quelque chose dans ce domaine-là. Mais le diagnostic a été parfaitement fait. Sauf que l'intérêt individuel d'un médecin de s'établir dans notre village à la campagne, il n'est pas atteint. Et donc, du coup, on n'est pas attrayant.
Donc, si je peux commencer à ébaucher une solution à ce diagnostic qui fait qu'on n'a pas assez de talent en cybersécurité, c'est quelles sont les conditions qui sont favorables à l'éclosion de ces talents. Autrement dit, quels sont les soft skills et les hard skills dont on a besoin pour que ces talents aillent justement œuvrer. Et l'avantage que la cybersécurité a par rapport à la médecine, c'est le fait qu'elle peut s'exercer de n'importe quel endroit de la planète. Et donc, tous les ordinateurs de la planète sont à moins d'une seconde des ordinateurs de la planète. Et autrement dit, l'endroit le plus attrayant en termes de qualité de vie pour ces personnes est un endroit où ils auront envie d'aller habiter. Et se produit un flux migratoire des villes, et notamment des banlieues, vers la campagne où nous habitons, parce que c'est fantastique d'habiter là où nous habitons. Et en plus, on a la connexion au haut débit. Mais pas de médecin. Mais toujours pas de médecin. Alors maintenant, on a des bornes qui nous permettent de faire de la télémédecine qui pallie l'absence de médecins physiques. Et donc, l'autre point qui pour moi est une ébauche de solution, c'est que dans la cybersécurité, probablement dans la médecine aussi, c'est une passion, c'est une vocation. C'est-à-dire que les gens que je connais, que nous côtoyons tous, ce sont des gens qui sont vraiment passionnés de ce qu'ils font. Et on est au bord de la gamification, c'est-à-dire que c'est un jeu pratiquement. C'est-à-dire, moi, je me demande encore pourquoi ils me payent, tellement ça me plaît ce que je fais. Et je plaisante qu'à moitié. Hein. Et je rencontre beaucoup de jeunes, sont des super forts hackers, mais qui n'ont pas d'enveloppe de réceptacle qui va leur permettre de s'exprimer autrement que de se monter en auto-entrepreneur, d'être salarié avec du temps partiel au bureau, etc. On a bricolé. Ce qu'il faut, à mon sens, c'est monter un réceptacle, un emploi spécifique pour la cyber qui soit attrayant pour les jeunes et super simple à monter directement depuis leur smartphone, depuis Internet. Il y a des modèles qui commencent à se monter là-dessus, notamment dans le bug bounty, qui pourra te donner probablement des idées d'accélération sur d'autres métiers de la cyber. Alors par rapport à ça aussi, on parle de l'attractivité des jeunes pour ces métiers. Ce qui est très important aussi pour les entreprises, c'est de donner à ces jeunes des perspectives d'évolution. Parce que un jeune n'a pas forcément envie de se laisser enfermer dans un métier. Il attend vraiment de pouvoir progresser, apprendre, mais également se situer dans un avenir un peu proche ou lointain. Et ça, c'est vraiment un facteur d'attractivité pour les entreprises, de pouvoir vendre, entre guillemets, des perspectives aux salariés qu'elles recrutent. Si je peux juste rajouter un petit point. Donc là, on a parlé pas mal des jeunes qu'on a envie de recruter, on va dire, en sortie, en tout cas en début de carrière sur la cybersécurité. Mais au-delà des méconnaissances qu'on a du domaine, il faut... Donc ça, c'est une première partie, on a dit, on connaît mal les métiers, on connaît mal la cyber. Mais je pense qu'il faut aussi casser certains préjugés qui sont assez forts, peut-être dans le monde de la cyber, mais surtout en dehors, qui sont... Justement, par exemple, le fait de dire qu'on pense que la cyber, c'est plutôt un métier de jeune. Nous, on l'avait remarqué notamment dans les annonces d'offres d'emploi. Typiquement, pourquoi ? Parce que dans les descriptions, alors pour attirer les gens, il y avait un certain nombre de choses qui semblaient intéressantes, mais c'était toujours des trucs un peu jeunes. Alors déjà, les annonces, c'était on tutoie parce qu'on est cool et voilà, c'est sympa la cyber. Et puis c'était il y aura un baby-foot, un jukebox, un flipper, ce sera cool. Viens si tu veux être un super-héros de la cyber. Enfin voilà, donc là, il y a beaucoup d'annonces comme ça, donc ça fait un peu peur. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que dans l'étude qu'on avait faite, on avait aussi fait avec la DGEFP, on avait fait faire un questionnaire aux professionnels de la cybersécurité. On leur avait dit, vous êtes professionnels, expliquez-nous qui vous êtes finalement, quelles études vous avez faites, d'où vous venez, quel est votre profil, etc., dans quel type d'entreprise vous travaillez. Et ce qu'on remarque, le résultat de ça, on avait demandé évidemment l'âge des gens, c'est que finalement, il n'y a pas plus de jeunes. Si on regarde la répartition des âges de tous les professionnels de la cybersécurité,
eh bien, il y avait autant de gens qui avaient entre 30 et 40 que de gens qui ont entre 40 et 50 ou de gens qui ont entre 50 et 60. Donc ça, c'est un premier point. Donc, c'est-à-dire que bien sûr, il faut trouver les jeunes et les nouvelles compétences, mais il faut aussi exploiter les gens qui sont déjà là. Bon, donc le deuxième point concernant ça, c'est un autre préjugé. Quand on demandait aux gens d'où ils venaient, c'est-à-dire quel était leur cursus, leur parcours de formation notamment, eh bien les 3/4 des gens qui travaillent dans la cybersécurité aujourd'hui, en fait, ne sont dans la cyber que depuis 5 ans maximum en moyenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, ces gens, ils venaient d'autres disciplines avant. Alors souvent, ce sont des disciplines scientifiques, techniques. Mais en fait, ils n'ont pas commencé leurs études, et en tout cas commencé avec la cybersécurité. Ils ont peut-être fait de la physique, ils ont peut-être fait de l'électronique, ils ont peut-être fait du droit, et ils sont tombés dans le droit de la cybersécurité, etc. Donc finalement, c'est aussi quelque chose qu'il faut enlever de la tête des gens, qui est c'est pas voilà, c'est pas un parcours tout tracé la cyber. On peut très bien avoir fait de la communication, du droit, on peut avoir fait des études sociales ou autres et faire finalement travailler dans la cybersécurité. Donc ça, c'est un premier quand même, enfin un point qui est important de soulever. Et un deuxième point dont on n'a pas parlé, mais on va peut-être parler, c'est la reconversion aussi professionnelle de ceux qui ont envie éventuellement de se mettre à la cybersécurité. Et donc c'est quand même, voilà. Et ce qu'il faut dire aux gens, c'est possible, c'est pas du tout inatteignable. Voilà, il faut exploiter les compétences des gens et voir dans quelle mesure elles peuvent s'adapter. Et c'est tout à fait possible à des métiers de la cyber. Oui, alors pour rebondir sur ça et puis en écho avec le thème de la table ronde, qui est quelle solution, je pense que c'est quelle solution au pluriel, parce que en fait, ça va être une accumulation d'actions qui font qu'on arrivera à un petit peu diminuer cet enjeu de pénurie. Il faut qu'on arrive à remplir les formations qui existent et à accompagner les formations qui s'ouvrent. Il y a des nouvelles formations de type Otaria Cyber School ou d'autres qui s'ouvrent avec des nouveaux modèles de formation qui sont pas à la place de ce qui existe, c'est en complément, et ça permet vraiment d'avoir une offre aussi de formation qui est plus large. Après, quand je dis il faut qu'on les remplisse, j'ai dit on parce que je me permets de dire que je pense qu'on a une responsabilité aussi en tant qu'entreprise de faire en sorte que ces jeunes ou ces très jeunes aient une expérience professionnelle par l'apprentissage ou autre. Et aujourd'hui, ça coûte de l'argent, ça coûte de l'encadrement. Et comme on est déjà en pénurie, ça demande c'est un peu militant, faut se le dire, quand on a des programmes ambitieux d'apprentissage. Mais c'est nécessaire. Et je pense que si tous, alors normalement on est censé faire à peu près 5%, mais sauf qu'en cyber, je pense qu'il faudrait qu'on se dise tous qu'il vaut qu'on fasse 10, au moins. Déjà, si on se prenait tous cette bonne résolution de prendre 10% de nos effectifs d'apprentis, à condition de les garder, parce que ils vont être formés. Enfin, j'ai un exemple précis. J'ai monté un SOC quand j'étais RSSI. Et j'ai recruté des informaticiens qui ont été formés au métier d'analyste SOC. On a dépensé beaucoup d'argent pour qu'ils soient formés. Et ensuite, j'ai perdu la totalité de l'équipe, qui ont été embauchés par des sociétés de services bien connues et qui n'ont eu qu'à récupérer la compétence. Et c'est toujours pareil. Si on n'a qu'une minorité qui joue le jeu, ça marche pas. Donc, il faut qu'on arrive à collectivement... Bienvenue dans le monde réel. Oui, mais... en fait, moi, ma conviction, c'est que si on essaie juste de faire un peu mieux ce qu'on fait, de la même façon qu'on fait déjà depuis des années, on va réussir à faire un petit peu mieux. Là, on a un gros challenge devant nous, donc il faut qu'on invente des nouvelles choses, il faut qu'on essaie de sortir du cadre, il faut qu'on se remette collectivement en question, parce qu'on va juste pas y arriver. Et en fait, on n'est pas en train de parler d'un truc marrant, parce qu'on est en train de parler du monde qu'on va laisser à nos enfants, on est en train de parler de cyber malveillance, on est en train de parler de cyber harcèlement, on est en train de parler d'un monde numérique hyper anxiogène, ou alors qu'on n'a pas envie de laisser à nos gamins. Et donc, en fait, c'est même pas un sujet business ce dont on parle, c'est juste nous, on sait ce qui va se passer, qu'on est obligé de faire quelque chose. Et donc, on a un certain nombre d'entre nous des positions de management dans nos entreprises. Si on se bouge pas, on pourra pas regarder dans 15 ans en se disant mince, ça n'a pas été fait. C'est à nous de le faire en fait. Donc moi je pense qu'on a ce sujet
d'aller vraiment jouer le jeu, de donner des champs, des terrains de jeu aux apprentis. Il y a le sujet peut-être d'inventer des nouvelles formations qui passent pas par le monde institutionnel, pas par l'éducation. Moi, j'ai déjà partagé avec mes collègues, peut-être qu'on y arrivera, à mes collègues confrères. J'ai un rêve, c'est qu'on arrive à faire des formations peut-être trans-entreprises. On dit à un jeune, t'as le bac, t'as pas envie de faire une formation classique, eh ben c'est pas grave. Tu viens faire 6 mois chez Capgemini, ensuite tu vas 6 mois dans une start-up, ensuite tu vois 1 an ailleurs, etc. Et l'engagement de la filière, c'est au bout de 3 ans, on t'embauche et tu auras un job pendant 5 ans. Et c'est quand même bien le but d'avoir un diplôme, c'est d'avoir un job. Donc, mais sauf que c'est un engagement de filière. Peut-être qu'on pourrait imaginer des trucs comme ça. Il y a la reconversion. Ça, c'est évidemment, c'est hyper important. Là aussi, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, de l'accompagnement. Ça marche pas toujours non plus. Donc il y a des facteurs clés de succès pour accompagner. Certains ont l'habitude de faire des programmes de reconversion déjà dans le monde du codage, dans le monde du développement informatique, ça se fait beaucoup. Il y a une obsolescence qui est à peu près sur un cycle de 3 ans aujourd'hui sur un codeur ou sur un analyste SOC. Ça va très très vite. Quelqu'un qui a 5 ans d'expérience, il a déjà 2 ans d'obsolescence. C'est exactement là où je voulais en venir, c'est que, et en plus on a ce sujet-là de nos actuels professionnels de la cyber ont besoin d'être de façon continue, entraînés, formés, etc. Ça aussi, ça demande du temps, de l'énergie et des investissements. Et voilà, c'est aussi un sujet du collectif. Donc pour faire tout ça, moi je pense que il y a vraiment un truc clé qui est la coopération et le fait d'essayer d'être travailler pour le bien commun. Et ça aussi, c'est encore, je reviens à l'histoire du for good. Je pense que c'est une image forte qu'on peut donner à l'extérieur de notre secteur d'activité, qui fonctionne déjà comme ça, qui est à la fois sur des sujets hyper sensibles, mais qui, quand il faut se mettre en ordre de marche pour collectivement apporter une réponse à un incident, on sait le faire. Donc voilà, donc on sait qu'on a déjà entre nous quelques réussites et quelques leviers à activer. Alors pourquoi pas l'activer sur la pénurie des talents, En tout cas, je pense qu'on a de quoi faire. Merci Nolwenn. Alors c'est vrai que la notion de sens, quête de sens répond à la problématique je veux dire des jeunes, mais aussi des moins jeunes qui ont vécu le confinement et qui se repositionnent aussi quelque part. La transformation, la reconversion est importante. On a aussi des profils, on parlait des jeunes et des moins jeunes qui vont se reconvertir, mais aussi des personnes qui ne souhaitent pas forcément évoluer, puisque quand on est développeur à 50 ans, on peut être regardé étonnamment parce que finalement pourquoi il ne fait pas autre chose, peut-être qu'il aime juste coder et que manager c'est pas son truc. Donc il faut aussi accepter ces différences-là et ne pas chercher le canard à 5 pattes, puisque c'est même plus 2 ou 3, c'est ces annonces assez improbables où on veut tout en fait, on veut juste être sécurisé mais on sait pas par où commencer. Ces formations existent, il y a des formations qui existent, c'est une très bonne idée. On va voir si on peut pas faire autrement, mais est-ce que les entreprises suivront sur ce regard-là? Donc c'est peut-être collectivement une modification de nos comportements à tous ou des RH qui ne sont pas présents dans cette salle. Donc il va falloir qu'on arrive à peut-être qu'il y a des RH le dîner. En tout cas, il va falloir que ce soit une bataille de notre quotidien à tous pour montrer que la cybersécurité, c'est partager la même valeur. On est dans une même famille, dans une même communauté. Mais bon. Ça, c'est mon analyse en vous écoutant. Est-ce que vous avez un conseil pour que chacun puisse repartir d'ici avec une idée, un conseil pour pouvoir lutter contre sa propre pénurie, une phrase clé, si vous en avez une, et puis après on pourra passer aux questions si vous le souhaitez. Je pense que j'ai déjà à peu près cité les différents leviers à mettre en œuvre, mais s'il y en avait un peut-être à mettre davantage en avant, ce serait pour moi la question de la visibilité des métiers et les perspectives d'évolution offertes aux salariés. Offrir une formation permanente, un package formation, notamment online, à tous les salariés de l'entreprise et considérer que ce package formation ne fait pas partie de leur temps de travail. Pour moi, c'est la cybersécurité porteuse de sens et donc
qu'on puisse permettre à nos collaborateurs voilà, de pouvoir s'exprimer aussi dans le champ de leur impact sur la société. Et moi, je dirais que voilà, avant d'établir des actions vraiment pérennes, je pense qu'il manque encore un petit peu d'état des lieux sur certains paramètres pour voir vraiment comment agir au mieux. Et juste notamment sur la partie formation dont on a parlé, comment se fait-il que plein de formations soient à moitié pleines? Comment se fait-il que certaines formations qui se soient ouvertes dans la cyber ferment parce qu'il n'y a pas assez de personnes? La vraie question, c'est ces formations sont-elles adaptées aux besoins des recruteurs, des professionnels? Donc je pense que la question, elle est vraiment là, et ça rejoint l'étude de l'APEC, c'est les professionnels, les recruteurs, les employeurs, de quel type de personnes ils ont besoin et quelles sont les formations qui correspondent à ce besoin. Donc en fait, mettre le lien entre les compétences qu'on acquiert dans une formation et les vraies compétences qu'on va avoir besoin sur le terrain. Et je pense que c'est d'autant plus vrai pour tout ce qui concerne la cybersécurité des systèmes de production, dans le monde industriel par exemple, où il y a une vraie pénurie des formations applicatives qui est constatée par la majorité des recruteurs. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a c'est Microsoft qui a sorti un plan de compétences pour former 100 000 personnes en 3 ans, 10 000 10, oui, c'est déjà pas mal. Oui. Peut-être que ça donnera des idées à d'autres structures de porter cette voie-là. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un pour une question. Et je vais me lever moi-même, donc. Bonjour, je suis Patricia André-Demy, je suis journaliste spécialisée tech et notamment je suis beaucoup sur des sujets RH actuellement, donc je voulais vous poser la question qui a été évoquée au début et réévoquée à la fin sur la formation des RH en fait à la cybersécurité, parce qu'effectivement les petites entreprises et je pense que même les grands groupes ont du mal à définir parfois les postes parce que les RH ne sont pas formés. Il y a une étude récemment qui a été faite par une société de transformation numérique qui dit qu'eux-mêmes ont des difficultés à recruter des RH qui connaissent la cybersécurité. Et effectivement, dans les RH, au niveau de la NDRH, c'est vraiment pas pour l'instant leur priorité. Leur priorité actuellement, c'est justement les pénuries de talents globales dans leur secteur. C'est la transformation du travail en travail hybride. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas accentuer des formations des RH à ces problèmes pour qu'ils sachent justement définir les postes dont ils ont besoin? Est-ce qu'il n'y a pas un vrai manque à ce niveau? Enfin, moi, je sens vraiment qu'il y a un terrible manque à ce niveau-là. Peut-être, j'en profite juste pour faire un lien vers le référentiel des métiers de la cybersécurité que peut-être la plupart d'entre vous connaissent, mais je ne sais pas qui déjà a le mérite d'exister et qui liste la plupart des métiers qui ont été identifiés dans la cybersécurité. Donc, c'est quand même un outil effectivement qu'il faut qu'on arrive à diffuser probablement plus largement auprès de ces populations-là. Et après, c'est un bon point. Moi, je n'ai pas de réponse spécifique sur le sujet. Je laisse les autres. J'ai une précision à apporter. Donc en fait, dans le cadre du campus cyber, donc en fait, depuis la création du campus, il y a un certain nombre de groupes de travail qui sont mis en place par le campus cyber, dont auquel l'ANSSI participe notamment. Donc au centre de formation, on participe pas mal à ces groupes de travail, et dans l'un de ces groupes, qui est un groupe lié à la formation, en fait, on a construit, donc c'est pas encore public, mais ça sera bientôt le cas. On a construit une matrice de compétences, en fait, une matrice qui permet pour chaque métier, bon, fallait partir de quelque chose, donc on est parti de ça, de la liste des métiers de la SSI, du panorama des métiers de l'ANSSI, et pour chacun de ces métiers, on a essayé de lister toutes les compétences relatives à ce métier, compétences savoir-être, savoir-faire, savoir technique, et pour chaque compétence, le niveau à peu près entre 0 et 4, on va dire, pour chacune de ces compétences. Et donc l'idée, c'est à la fois effectivement d'accompagner les ressources humaines dans les compétences et la définition du métier. Donc au-delà juste du thème du métier et de la définition en quelques lignes, là il y a vraiment une liste de compétences.
écrit sous forme de référentiel de compétences pour voilà, que ce soit standardisé le plus possible. Ça aide aussi la reconversion professionnelle parce que quelqu'un qui a un certain nombre de compétences, il peut aussi voir en acquérant d'autres compétences comment il peut éventuellement passer d'un métier à l'autre. Et puis ça peut aider aussi bien sûr les organismes de formation, enfin ou les écoles ou les universités qui veulent créer des formations en voyant finalement quelles sont les compétences qu'on veut pour atteindre tel ou tel métier et donc quel type de formation il faut designer un peu pour ça. Donc voilà, cette matrice on l'a construite avec beaucoup d'acteurs du campus cyber et beaucoup de gens dans l'écosystème, des écoles d'ingénieurs, des universités, des grandes entreprises, voilà. On s'est à peu près tous mis d'accord là-dessus. Voilà, on est en phase de relecture et évidemment quand elle sera validée, qu'on sera à peu près sûr de ça, on la publiera publiquement, donc vous aurez accès à cette matrice qui est un premier pas. Évidemment, ça répond pas à la question, mais ça aide, ça fait avancer un peu le schmilblick, quoi. Et après, là, si je prends plus l'exemple, la casquette Capgemini, nous, on fait régulièrement des formations à ces populations-là, recruteurs et RH. Donc, on a des modules en fait spécifiques de formation pour expliquer les métiers de la cyber, les tendances, les technologies, parce qu'on a aussi beaucoup de sigles, etc., pour qu'ils puissent se retrouver dans ce monde-là. Et c'est vrai que c'est peut-être des choses qu'on pourrait, peut-être partager plus largement. Non, moi, je rejoins tout à fait la nécessité de partager des fiches métiers, des référentiels, faire en sorte que les RH s'approprient ces outils pour définir leurs besoins puis les qualifier. Peut-être renforcer justement les partenariats avec les écosystèmes et puis les associations telles que celles qu'on connaît. Il y a pas mal d'entreprises. Alors, je parle toujours des peu matures parce que je pense qu'elles ont un niveau en fait d'accès aux compétences qui est peut-être encore plus difficile que les grandes structures. C'est développer ces écosystèmes parce qu'il y en a plusieurs qui connaissent ni le FIC ni les associations existantes et c'est un peu dommage parce que ça permet aussi de bénéficier d'un réseau de compétences, de savoir-faire. Et voilà, c'est des éléments qui sont aussi indispensables pour faciliter les recrutements et puis bien définir les besoins. Et je voulais ajouter juste un point qui est spécifique aux ressources humaines, c'est le problème de la falsification des CV. C'est-à-dire que dans notre domaine, bon, comme ce sont des gars qui savent très bien manipuler tous les outils justement de manipulation de documents, on a beaucoup de faux CV ou des gens qui ont des faux certificats ou qui ont acheté des certificats sur Internet et qui ne correspondent pas du tout à leur qualification. Et les ressources humaines n'ont pas de moyens aujourd'hui de vérifier par rapport évidemment aux compétences techniques qui sont avancées. C'est comme si on disait vérifions que la personne elle est astronaute. Bon, il faut juste avoir des témoins qui ont fait que on sait que cette personne elle est astronaute. C'est un peu pareil dans la cyber. Donc il y aurait deux actions à faire par rapport à ce sujet qui est spécifique. La première, c'est une blockchain qui soit installée dans la totalité des formations certifiantes pour que les RH puissent vérifier la réalité, la véracité de la certification qui est avancée par le candidat. Et le deuxième point, ça serait qu'il y a un système de vérification comme c'est beaucoup pratiqué au Royaume-Uni ou aux États-Unis, une vérification par un certain nombre de témoins du parcours qui est avancé au niveau RH. Donc des témoins de moralité en quelque sorte du CV. C'est très important parce que aujourd'hui on voit beaucoup de faux profils qui arrivent et qui font illusion un certain temps, mais qui polluent ceux qui ont pris la peine de passer la certification et qui sont face à des candidats qui trichent sur leur parcours. Alors, je suis au fond de la salle, mais petit conseil RH aussi, c'est peut-être l'occasion de les sensibiliser en rappelant qu'on n'ouvre pas n'importe quel PDF, on ne clique pas sur n'importe quel lien pour leur rappeler qu'il y a des métiers derrière. Voilà, c'était avant de passer la main pour une question. Oui, bonjour, je suis Martine Balland, je travaille au ministère des Armées dans le domaine du contrôle et de l'audit. Moi, je voudrais vous poser une question pour avoir votre sentiment concernant les parcours de carrière des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs dans le domaine de la cybersécurité.
Vous avez parlé de la nécessité de leur offrir des perspectives dans leur parcours professionnel et plus particulièrement, moi je pense au management. Parce que souvent, on a besoin de faire monter d'un cran, en encadrement d'équipe, des spécialistes cyber. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'on ne les accompagne pas dans l'acquisition des soft skills qui sont nécessaires pour faire ce job. Et du coup, ça amène à une mise en échec de la personne concernée et parfois une souffrance au travail des équipes qui sont encadrées par quelqu'un qui n'a pas eu les soft skills nécessaires. Alors ça, c'est un constat que j'ai fait moi dans plusieurs enquêtes. Je voudrais savoir si c'est partagé par les membres du panel et quels conseils on peut donner. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques? Merci. Moi, je pense que dans la filière cyber, mais c'est vrai dans plein d'autres filières techniques, il y a des personnes qui vont s'exprimer dans le management plus que d'autres, et c'est pas parce qu'on a une expertise cyber qu'on peut être forcément un bon manager et inversement. Donc l'idée c'est plutôt d'identifier ceux qui ont et l'appétence et la base de soft skills et de pouvoir les accompagner. Je pense qu'aujourd'hui dans nos entreprises et plus largement dans l'écosystème, il y a plein de champs de jeu, enfin de terrains de jeu qui permettent aux experts de s'entraîner au management. Je pense notamment au principe des communautés, des tribes, on appelle ça comme on veut, mais en gros l'idée d'animer avec un angle technique d'autres experts autour de soi, je pense que c'est une bonne façon de s'exercer alors au management, en tout cas à mon avis, dans la façon moderne du management, qui est plutôt le fait d'essayer d'embarquer dans une vision, quelle qu'elle soit, un collectif. Et voilà, on a quand même pas mal de réussite sur le sujet, et on voit d'ailleurs que le monde de la cyber est plutôt communicant et généreux dans le partage. Donc, moi, je suis plutôt optimiste. Si tant est qu'on met bien en avant les acteurs de la cyber qui ont une vision transverse de la cyber, par rapport à une vision qui serait trop verticale de l'expert d'un sujet spécifique de la cyber, voilà, qui serait uniquement reconnu là-dessus. Je pense qu'il y a quand même besoin d'une certaine transversalité, donc il faut aussi qu'on cultive ça et qu'on valorise ça. Juste pour ajouter un petit point, bon, c'est un petit peu généraliste ce que je vais dire, mais par rapport à ce que vous disiez, donc évidemment ça va dépendre aussi beaucoup des structures. Il y a des structures qui vont vraiment encourager les gens à se former. Donc là vous parliez du management, mais ça peut être pour d'autres fonctionnalités ou d'autres passages d'un métier à un autre, ou voilà, d'autres types de responsabilités, pardon. Donc c'est un peu, ça dépend un peu voilà de l'envie de l'employeur, ou en tout cas de la démarche de l'employeur envers les employés sur ces histoires de formation. Donc pour information, justement, quand on avait fait notre enquête en demandant aux gens dans quel type d'entreprise ils travaillaient, et on leur avait parlé des formations aussi, on leur avait demandé si les formations qui leur étaient proposées en interne étaient suffisantes pour eux, enfin selon eux, par rapport à leur métier, etc. On leur a aussi demandé si ils connaissaient ces offres de formation et s'ils se formaient beaucoup. Et en fait, le résultat était que les gens disaient qu'ils connaissaient les offres de formation, qu'ils estimaient que ces offres étaient suffisantes. Par contre, ils se formaient très peu. Dans le nombre de jours par an, c'était peut-être 3 jours en moyenne ou quelque chose comme ça de formation. Alors il y a beaucoup d'auto-formation, des gens qui se forment tout seuls par les réseaux professionnels, par le web, par tout un tas de choses un peu, voilà, les gens personnellement se formaient, mais ils se formaient très peu sur des formations offertes par l'entreprise. Et donc là, la question, on leur a pas posé, donc là, on ne sait pas finalement, c'est est-ce que eux-mêmes ne se forment pas parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils ont d'autres choses à faire, ou qu'ils pensent pas forcément à plus tard, ou est-ce que c'est l'employeur qui ne leur accorde pas forcément non plus le temps, parce que c'est pas parce qu'il y a un catalogue de formations qui est déployé avec des formations qui sont bien que les gens vont prendre le temps si la structure ne les encourage pas à suivre ces formations. Donc voilà. En complément, après. On parle des soft skills qui sont manquants ou peut-être pas assez développés. Alors, la question, c'est finalement comment on acquiert de nouveaux soft skills, parce que on va dire que c'est peut-être la partie la plus difficile à travailler. Autant acquérir des compétences techniques, il y a tout un tas de formations, autant l'acquisition de savoir-être, c'est peut-être un peu plus
délicat. Et au milieu de tout ça, il y a quand même des compétences un peu transférables qui sont, par exemple, savoir gérer un projet, savoir gérer une équipe, savoir l'animer. Donc ça, pour ça, il y a des formations qui existent et puis il y a tout intérêt à accompagner les salariés déjà en poste vers les centres de formation qui dispensent des formations dédiées sur ces savoirs un peu transverses à différents types de métiers. Alors, nous avons une dernière question. Bonjour, Yvan Poisson, donc responsable du secteur cyberdéfense de l'URSSAF. Je voulais savoir quelles sont les actions de promotion des métiers de la cybersécurité qui existent ou qui pourraient exister pour étendre le vivier de candidats, que ce soit au niveau des écoles, que ce soit dans le cadre de la reconversion, auprès de Pôle emploi, de la PEC évidemment. Voilà, je voudrais savoir un peu ce qui existe pour améliorer ce vivier et rapidement nous amener des compétences. Oui, moi je peux répondre un petit peu, pas forcément tout ce qui existe, évidemment, je suis loin de savoir tout ce qui existe. Alors d'abord, pour faire connaître la cybersécurité avant les métiers déjà, alors il y a déjà l'éducation nationale, c'est-à-dire que il y a des démarches de l'éducation nationale de plus en plus pour faire intégrer dans les programmes scolaires des notions numériques et donc dans cette partie de la cybersécurité. Donc à titre d'exemple, il y a la plateforme Pix que vous connaissez peut-être, qui donc est une plateforme qui permet de certifier son niveau en cybersécurité avec des questions. Donc c'est vraiment sous forme très ludique de jeux, etc. Avec pas mal de questions dans plein de domaines du numérique et en particulier de la cybersécurité. Et donc, par exemple, cette plateforme, cette certification PIX, elle a été rendue obligatoire cette année par l'Éducation nationale à tous les élèves de 3e et terminale. Donc ils sont obligés de passer par ça, donc ils sont obligés d'être sensibilisés, on va dire, au numérique et éventuellement au risque cyber. Bon, c'est light, mais voilà, ça donne un premier aperçu. Et typiquement, avec l'ANSSI, nous on travaille avec PIX sur l'élaboration de certaines de ces épreuves qui sont dédiées à la cybersécurité. Dans un autre cadre, on avait aussi participé à un groupe qui s'appelle Cyber en jeu. Donc avec le jeu de mots cyber en jeu, où l'objectif, donc c'est pareil, ça a été lancé l'année dernière et on était dans une phase de test. Donc là, ça va être lancé à grande échelle. Ça a été aussi une association d'experts, donc l'ANSSI notamment et l'Éducation nationale et des profs de collège ou de lycée. Et en fait, c'est un jeu de société. Qui est construit à l'attention des profs pour qu'ils puissent jouer avec leurs élèves. Et donc l'objectif par ce jeu, c'est de leur faire connaître la cyber et les métiers. Voilà. Dernier point, donc dans le cadre des GT dont je parlais tout à l'heure avec le campus cyber, avec le nombre d'un certain nombre d'acteurs de l'écosystème, on travaille donc à plusieurs GT. Il y a un des GT, donc c'était formation, j'en ai parlé tout à l'heure, mais il y a un autre GT qui s'appelle vocation et féminisation. Donc qui essaye de casser les clichés et les préjugés, donc déjà essayer d'attirer les femmes et essayer d'attirer les jeunes ou en tout cas de leur faire connaître. Donc on travaille justement dans ces groupes. Donc pour l'instant encore c'est des prémices, c'est des projets, mais faire donc voilà, essayer d'attirer les femmes. Donc par exemple en publiant une boîte à outils avec je sais pas, par exemple des thèmes, des biographies de femmes qui ont révolutionné ou l'informatique ou voilà qui ont, donc c'est voilà, il n'y a pas que des hommes qui travaillent dans l'informatique, dans la cyber. On va avoir donc par exemple, je sais pas, des associations qui font des bandes dessinées sur la cybersécurité avec des héros féminins, par exemple, ou des héros masculins, mais qui ne sont pas à capuche, voilà. On travaille avec eux sur, je sais pas, essayer de faire une série du sorte de comme le Bureau des légendes, par exemple, avec donc là, ce serait grand public, c'est-à-dire voilà, les gens et puis du coup s'imaginent se mettre, parce que le Bureau des légendes, ça a eu cet effet aussi, de se mettre finalement dans ce monde. Donc là, c'est un peu ça, et en apportant dans cette série des référents, des métiers pour faire connaître, voilà. Donc il y a plein d'idées, on est là-dessus. Pour l'instant, ça reste on travaille dessus, hein, c'est pas encore sorti, mais disons que voilà, on essaye de lancer tout un tas de choses pour faire connaître au grand public, quoi. Alors après, ce qui est sûr, c'est qu'on peut pas avancer tout seul.
que ce soit les opérateurs de l'emploi. Si on veut faire des fiches métiers, c'est très bien, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs à l'APEC, mais on est obligé quand même de se rapprocher d'entreprises spécialisées pour pouvoir les concevoir. Côté socle de formation, c'est également important d'impliquer les entreprises dans la conception de leur cursus. Je pense qu'il y a vraiment un écosystème à cultiver, à entretenir, parce que c'est pas un RH tout seul dans son coin qui va révolutionner et qui va trouver des solutions. Il faut vraiment que ça soit une approche collective, partagée. Et voilà, je pense que c'est aussi un maître mot de cette table, c'est vraiment avançons ensemble, parce que tout seul dans son coin, ce sera très difficile de trouver des solutions qui seront efficaces et pérennes. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents pour cette table ronde. N'oubliez pas de télécharger les résultats de l'étude de l'APEC qui est sortie aujourd'hui. C'est normalement vous avez peut-être trouvé une carte de visite avec un QR code sur le stand de la Bretagne. Ce n'est pas un piège, ce QR code. Voilà, c'est pas un piège, c'est sur le stand de Région Bretagne qui est cofinanceur de l'étude. Et sinon, notre étude est rendue publique sur le site de l'APEC, corporate.apec.fr, et ça s'intitule Cybersécurité. Un marché de l'emploi cadre diversifié et porteur. Merci à tous.